Alors, bonsoir à tous. On se retrouve donc pour un nouveau direct IR stream. On va faire, comme notre cher président un peu plus tôt aujourd'hui, un bilan donc de l'année 2025. Puisqu'il y a quelques heures, donc le président russe nous a fait un nouveau marathon incroyable. Il a tenu presque 5 heures. 5 heures à répondre aux questions des habitants de la Fédération de Russie qui lui ont exposé des problèmes ou posé des questions concernant le pays, l'avenir du pays, etc. Des questions des journalistes, puisque comme il le fait depuis déjà plusieurs années, il a regroupé cette ligne directe avec une conférence de presse géante. Moi j'avais été à cette conférence de presse il y a 2 ans. C'est juste monstrueux, il y a des centaines de journalistes, tous ne peuvent pas poser leurs questions. Mais bon, il a tenu quand même à aborder un petit peu tous les différents aspects de la vie du pays, bien sûr en commençant par l'opération militaire spéciale, puisque c'est quand même, on va dire, un point majeur de la politique actuelle de la Fédération de Russie. Il a rappelé un petit peu que l'armée russe avance partout, donc de la région de Kharkov et même de celle de Soumy jusqu'à celle de Zaporozhye, l'armée russe avance, donc il a souligné les dernières villes qui ont été libérées, Kupiansk, Seversk, Krasnoarmeysk, celles qui sont encore en cours comme Konstantinovka, Gouliaï-Polier, Krasny Liman, voilà, donc il s'est d'ailleurs un petit peu moqué de Zelensky et de sa fameuse vidéo, comment dire, prétendument filmé devant la fameuse stèle, vous vous souvenez, à l'entrée de Kupiansk. Enfin, la stèle est quand même à 1 kilomètre de la ville. Pour ceux qui nous suivent sur Telegram, vous avez pu voir que cette vidéo a été totalement débunkée, donc elle n'a pas pu être prise à la date à laquelle Zelensky prétend qu'elle a été prise, pour la simple et bonne raison que, on va dire, la scène du crime n'a plus rien à voir. La stèle Kupiansk ou Kupiansk est écrit à la verticale, il manque la moitié des lettres. Les filets anti-drones sont complètement détruits, alors que sur la vidéo de Zelensky, tu vois qu'ils sont tout neufs. Les poteaux sont encore bien droits, les filets relativement intacts. Donc bon, ça sent encore la vieille vidéo réchauffée au micro-ondes, comme ils le font des fois. Ça, c'est un truc qu'ils font régulièrement, d'ailleurs. Ils demandent aux soldats de filmer ils sont là avec le drapeau ou le machin dans tel ou tel endroit, et puis quand on prend la ville en question, ils te ressortent ces vieilles vidéos pour faire croire que leurs soldats sont à l'intérieur de la ville. Ils nous ont fait ce sketch là avec Kupiansk il y a pas longtemps, donc ça a donné lieu à une petite boutade de la part de Vladimir Poutine, qui a dit à Zelensky: mais si réellement Kupiansk en gros est sous votre contrôle, qu'est-ce que tu fais sur le pas de la porte? rentre dans la maison. Voilà, va faire ton selfie dans le centre-ville. Bon, bien sûr, il ne peut pas. Parce que le centre-ville n'est pas sous contrôle de l'armée ukrainienne. Je signale quand même, pour ceux qui ne nous suivent pas sur Telegram, que par exemple, pour prouver que Pokrovsk, alias Krasnoarmeysk, est sous notre contrôle, je veux dire, Vladimir Solovyov, journaliste russe, est allé se pointer avec un drapeau russe dans le centre-ville de Krasnoarmeysk. Il n'a pas fait sa vidéo devant la stèle à 1 kilomètre de l'entrée de la ville, quoi. Non, on fait pas ça. On fait pas ça. Il a bien sûr parlé des négociations en cours, forcément, puisque c'est quand même un sujet important. Il y a des échanges extrêmement actifs entre les différentes parties, donc les États-Unis jouant le rôle d'intermédiaire entre les deux parties au conflit, donc discutant d'un côté avec l'Ukraine et puis l'Union européenne, et puis de l'autre avec la Russie. Résultat des courses,
forcément, bon, il a un petit peu expliqué quand même que, bon, la Russie, elle ne refuse pas des négociations, mais que, hop là. Mais que bon, ça veut pas dire pour autant que la Russie se doit d'accepter tout et n'importe quoi. Hein, je veux dire, c'est pas parce que, je veux dire, la Russie est ouverte au fait de signer un accord de paix que il faut s'attendre à ce que la Russie fasse des concessions. Je rappelle que la Russie gagne sur le terrain militaire. C'est pas la partie qui est en train de gagner qui va faire des concessions, c'est la partie qui perd. Hein. Et c'est là que ça coince, c'est-à-dire comme il l'a expliqué, ben on voit bien que du côté de l'Ukraine, il n'y a aucune volonté de faire des concessions, et entre autres les fameuses concessions territoriales, qui sont quand même l'un des points majeurs, si tu veux, de tout futur accord de paix. Et donc, forcément, bon, c'est plutôt mal parti. Hein, voilà. De ce qu'il a expliqué, lors de sa rencontre à Anchorage avec Trump, ça s'est très bien passé, et en gros, ils avaient réussi à se mettre relativement d'accord sur un certain nombre de points. Donc, quand on voit les contre-propositions européennes et ukrainiennes, c'est là qu'on voit qu'en fait, Zelensky et l'UE cherchent en fait à éloigner en fait toute possibilité d'accord de paix en faisant des contre-propositions qui s'éloignent au contraire de ce qui a été convenu entre Poutine et Trump. Alors, Marie-Christine qui me demande, est-ce que Zelensky vit à Marseille? Non, pas que je sache. Pourquoi? À cause de la sardine du Vieux-Port et du côté un peu tendance à l'exagération. Ouais, non, c'est pas. Il n'y a pas que les Marseillais. Il n'y a pas que les Marseillais qui font ça. Bonsoir Hervé. Alors, est-ce qu'il a évoqué le Venezuela? J'ai pas vu ça dans les trucs principaux, mais bon, j'ai pas pu suivre tout. J'ai pas pu suivre tout en direct, mais bon, il a parlé en tout cas de toute l'hystérie russophobe qui a lieu actuellement en Europe, hein, comme il l'a expliqué, comme je vous l'ai expliqué. Bah, clairement, c'est une volonté des gouvernants européens de cacher la merde qu'ils font depuis des années sous le tapis en vous brandissant la menace d'une guerre fantôme avec la Russie qui n'existe que dans leur tête. Bon. Et ce, alors même que les États-Unis ont sorti la Russie en gros, de leur liste d'ennemis officiels, hein, si on regarde leur doctrine militaire actuelle. Bon, il a bien sûr souligné les très bonnes relations avec un certain nombre de pays, entre autres la Biélorussie, la Serbie, même si la Serbie actuellement se trouve un peu le cul entre deux chaises à cause des sanctions qui ont été prises, entre autres, contre la société pétrolière commune qu'il y a entre la Russie et la Serbie. Je sais pas ce que ça va donner. Bon, Vladimir Poutine dit que bah, lui il s'attend à ce que Belgrade, comment dire, continue si tu veux, de se soumettre à ses obligations, mais je pense que ça va être compliqué pour la Serbie parce qu'ils sont complètement enclavés, ils ont été, si vous voulez, mis dans une position qui est difficilement tenable pour eux. Donc on va voir. Il a bien sûr souligné les très bonnes relations avec la Chine, hein, soulignant que Xi Jinping était un ami et un allié fiable. Hein, donc ça, c'était la petite crotte de nez pour ceux qui espéraient arriver à retourner la Russie contre la Chine. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Voilà. Oui, alors Hervé qui parle des avoirs russes, oui, effectivement, Vladimir Poutine a parlé des avoirs russes, hein, puisque eh bien son bilan annuel a eu lieu après le fameux sommet de l'UE qui s'est terminé un peu en eau de boudin, à savoir que, bien entendu, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour le fait de voler les avoirs russes. Hein. Bon, vu la position de Bart de Wever,
le Premier ministre belge, il fallait s'y attendre. Hein, je veux dire, le gars, il veut bien suicider son pays, mais pas à ce point-là, si tu veux. Parce que le mec, il a compris que voler les actifs russes de manière ouverte, si tu veux, là, ça lui préparait une apocalypse économique, si tu veux, de type nucléaire, quoi, tu vois. C'est-à-dire, là, pour le coup, il pouvait commencer déjà à placer Euroclear en faillite, si tu veux. Donc, clairement, le fait qu'ils aient renoncé à ça et qu'ils ont... Alors, oui, ils ont fait un prêt de... Combien? 90 milliards 90 milliards d'euros. Alors, soi-disant garanti par le fait que après la guerre, la Russie paiera des compensations à l'Ukraine et que sinon, à ce moment-là, ils saisiront les avoirs. Mais non, les enfants, on n'a jamais vu le gagnant payer des réparations. On n'a jamais vu le gagnant payer des réparations au perdant. Je sais pas où vous avez vu ça, mais ils vivent en pleine féerie, hein, les mecs, complètement, quoi. C'est waouh. On est en plein délire, mais vraiment, hein, je sais pas. On va voir. Alors, Hervé qui dit Trump va échanger l'aide russe au Venezuela contre Odessa. Non, non, non. Mais le Venezuela, là, ils ont l'air d'avoir un peu calmé quand même les Américains. Donc, ils escortent les pétroliers. Donc, la marine vénézuélienne escorte les pétroliers. Pour l'instant, l'armée américaine n'a pas osé quand même aller jusqu'à attaquer les navires de la marine vénézuélienne. Donc, bon, on va voir ce que ça va donner, mais je sens que ça va se terminer en paix de lapin, cette histoire. Parce que je pense que Trump va se dégonfler. Parce que je pense qu'il sent quand même que derrière le Venezuela, il y a quand même le soutien de la Russie. Ils ont des traités. Il y a la Chine, donc potentiellement la Chine derrière. Et donc là, ça risque quand même de pas trop rigoler quand même. Là, son grand délire le Venezuela qui a volé le pétrole américain. Waouh, là il s'est ridiculisé quand même de manière magistrale. T'en as beaucoup qui se sont demandé s'il était sous coke, parce que là, franchement, pour sortir des trucs pareils, il fallait oser. Donc, on va voir comment ça va tourner. Faut quand même surveiller, hein, parce qu'on peut rien exclure. Hein. Sur un coup de tête, il peut nous faire un bombardement du Venezuela, comme il avait fait contre le Yémen, ou je sais pas quoi. Mais je le vois pas tenter une opération au sol. Je le vois pas tenter une opération au sol, pour la simple et bonne raison que là, il s'expose comme un gros risque de guérilla. Hein, non, les mecs au Venezuela, ça ils maîtrisent bien. La technique de la guérilla dans la forêt. Donc non, ça va ramener des mauvais souvenirs aux Américains. Le Vietnam, tout ça, tout ça. Donc je pense qu'ils vont pas essayer. Je pense qu'ils vont pas essayer. Je pense qu'ils vont pas essayer. Par contre, alors, lors du direct a été abordé, donc il y a eu un journaliste de TF1, je crois, ou LCI, qui a posé la question concernant Vinatier, donc ce Français qui a été arrêté en Russie pour espionnage. Alors Vladimir Poutine a dit qu'il n'était pas au courant, qu'il va se renseigner, etc. Bon, le fait que la question a été posée, moi je soupçonne quand même que ce qui s'est passé avec Anna Novikova, Vincent Perfetti et Vyacheslav, hein, qui sont donc ces trois membres de SOS Donbass qui sont toujours en prison, je le signale. Je pense qu'il y a une histoire d'échanger au moins peut-être Anna contre Vinatier, peut-être. Peut-être. C'est une hypothèse qui m'a été soumise par plusieurs personnes, qui pourrait sembler logique. Je sais pas à quel point, à quel point effectivement ça peut se faire, mais le fait que le dossier ait été amené par un journaliste français lors de cette ligne directe de Vladimir Poutine, ça m'interroge un petit peu. Ça m'interroge un petit peu. Donc voilà.
Après, on va voir, mais de toute façon, il est clair que la France va essayer de faire un échange. Voilà. Donc, ce qui pourrait expliquer l'arrestation et puis la mise sous sanction, d'ailleurs, de Xavier Moreau, que je salue au passage, et de Jacques Beau. Alors, Jacques Beau, qui lui, par contre, se retrouve dans une situation très compliquée, puisqu'en fait, bien que Suisse, il vit à Bruxelles depuis des années, et là, en fait, il peut plus accéder à ses comptes. Il peut plus rien faire, il peut demander l'aide de personne parce que toute personne qui l'aiderait tomberait sous sanction, et il ne peut pas rentrer en Suisse. Voilà. Donc voilà, il peut même plus accéder à son argent pour s'acheter une baguette de pain. Donc je sais pas comment ça va tourner pour lui. Pour l'instant, l'ambassade suisse a pas l'air de réagir, c'est bien. C'est encore un de ces pays qui a des ambassades serpillères où tu te demandes à quoi ils servent. Donc je suis assez inquiète pour lui quand même. C'est complètement délirant. C'est complètement délirant. Donc il a pris un avocat, semble-t-il. Donc il dit la seule personne qui peut l'aider pour l'instant, c'est son avocat. Mais je sais pas comment il va s'en sortir. Je sais pas du tout. C'est vraiment, c'est une histoire de dingue. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, c'est de la folie. C'est non seulement totalement scandaleux, comme le dit Frucat, mais en plus c'est illégal. Comme je l'ai dit dans l'article que j'ai écrit à ce sujet, clairement, je rappelle ce que j'avais déjà dit lorsque les premiers citoyens européens avaient été touchés par ces sanctions. C'était, je rappelle, les collègues allemands, hein, les journalistes Alina Lipp et Thomas Rupper, hein, qui avaient été sanctionnés au mois de mai de cette année. Et j'avais déjà expliqué à l'époque pourquoi c'est illégal. Pourquoi c'est illégal Parce que, étant citoyen d'un des pays membres de l'UE, en fait, si les gouvernements de l'Union européenne ont quelque chose à leur reprocher, ils doivent les juger, d'accord. Ils doivent, même si c'est par contumace, mais ils doivent passer par un jugement, par la justice. Hein, voilà, on fait pas n'importe quoi. Or, là, on est dans du grand nimp, puisque normalement, en fait, voilà, s'ils ont commis un délit, si vraiment ils sont coupables de quelque chose, mais tu dois aller en justice, mais là tu dois le prouver. Là tu dois amener des preuves, voilà. Alors que pour les sanctions c'est plus facile, hein. Il suffit de considérer que potentiellement, peut-être un jour, il y a une chance sur 20 000, et tu peux sanctionner comme ça, en dehors de tout cadre légal. Donc je sais que Xavier va contester cette décision, j'espère qu'il va gagner. Bon, connaissant la justice en France, je suis un petit peu inquiète quand même de ce point de vue-là. Mais clairement, de toute façon, ce sont des mesures totalement illégales. Totalement. Je veux dire, voilà. Si vraiment ils sont coupables de propagande ou d'ingérence ou de machin, ça doit être prouvé devant un tribunal. Parce que ce sont des citoyens de pays membres de l'UE. Donc voilà, c'est comme ça que ça doit fonctionner normalement. C'est là qu'on voit que ces sanctions sont totalement illégales, à plus d'un droit. Bon, déjà, normalement, les sanctions, pour qu'elles soient légales, il faut qu'elles soient prises par le Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui n'est déjà pas le cas. Bon, alors là, en plus, contre des citoyens de l'Union européenne, c'est du gros délire. Là, vraiment, on est en train de toucher le fond. Et puis surtout, le but, c'est clairement de faire peur. Le but, c'est de faire peur aux gens qui pensent par eux-mêmes. Qui diffusent une information différente du narratif occidental, etc. Bonsoir Evelyne, pas de soucis si vous êtes un peu à la bourre, il n'y a pas de problème. Frucat qui dit on n'a plus le droit d'avoir des gens qui pensent bien et qui analysent juste et de façon neutre. Bah oui, parce que Jacques Beau, en plus, l'accusé de lien avec la Russie, alors que le gars, il l'a expliqué lui-même en plus. Dans tous ses bouquins, il a toujours fait très attention de justement pas utiliser des sources russes, utiliser que des sources occidentales ou ukrainiennes, pour éviter justement de tomber sous ce coup près. Et le gars, il s'en prend mais plein la tête, quoi. Et je pense qu'il n'avait pas du tout anticipé
cette tournure des événements. Et là, vraiment, enfin, je pense qu'ils l'ont vraiment piégé, quoi. Mais vraiment. Christiane qui dit que la monnaie numérique de banque centrale, ça sera simple de bloquer les comptes de chaque récalcitrant. Bah oui, c'est pour ça que ils mènent une guerre impitoyable contre le cash. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. C'est pas du tout pour éviter le blanchiment d'argent ou de chez quoi. Euh... Dom qui dit non, non, c'est pas ça. Bart de Wever veut bien suicider la Belgique à condition que ce soit un suicide commun à toute l'Europe. Oui, non, mais voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est que il veut pas payer les pots cassés, le mec, parce qu'il sait très bien que, comme je l'ai dit, si ils saisissent les avoirs russes et qu'il n'y a pas de mutualisation, on va dire, de l'impact économique que ça va avoir. L'impact que ça va avoir sur la Belgique, ça s'appelle une faillite nucléaire. Voilà. Parce que bon, la Belgique, excusez-moi, vous avez vu la taille du pays, vous avez vu la taille du PIB du machin. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer que si Euroclear se plante à cause de ça, la Belgique n'a pas les reins assez solides pour assumer ça. C'est-à-dire, ça va détruire toute l'économie du pays. Et donc Bart de Wever est quand même bien conscient que là, il va pas pouvoir dire oui mais c'est les Russes. Non mais non quoi. Non là ça passera pas. Et là les Belges pour le coup ils pourraient bien se liguer Flamands et Wallons pour le raccourcir de quelques centimètres. Alors, Marie-Christine qui demande que je parle des sanctions justement contre Xavier Moreau et Jacques Beau. Donc, comme je l'ai dit, ce sont des sanctions totalement illégales, surtout vis-à-vis de Xavier, parce que, encore, Jacques Beau, lui, il est citoyen suisse, donc quelque part, on peut arguer que il n'est pas citoyen d'un pays membre de l'UE, donc mais même de toute façon, comme j'ai dit, les sanctions européennes sont illégales puisqu'elles ne sont pas prises par le Conseil de sécurité de l'ONU. Elles sont prises de manière unilatérale par quelques pays qui ont décrété qu'ils se prennent pour le nombril du monde. Alors pour Xavier, forcément, ça a quand même quelques impacts. Entre autres, il a dû changer d'hébergeur pour son site, puisque son hébergeur était en France, et donc ils ont fermé l'hébergement. Il a perdu sa page Patreon, etc. Donc ça va avoir des conséquences. Mais c'est vrai que le gros, on va dire, de ses actifs et on va dire de ses revenus étant en Russie, bon, lui, ça va pas avoir des conséquences délétères, sauf s'il tente de rentrer en France. Alors, sincèrement, moi, je lui conseille pas de le faire. Je sais qu'il a un côté très courageux et qu'il est en mode, il est hors de question qu'il m'empêche mais voilà, moi, je lui conseille quand même de pas le tenter parce que je pense qu'ils sont vraiment capables de l'arrêter en fait à sa descente d'avion. Voilà, je pense que on a déjà assez de monde avec Anna, Vincent et Vyacheslav qui sont en prison alors qu'ils ont rien à y faire. Je pense que c'est pas la peine d'y rajouter Xavier. Voilà. Alors, Sébastien qui dit j'en parlerai pas parce que je suis jalouse de pas avoir eu le même honneur. Ouais, non, jalouse oui et non. Enfin, je veux dire, c'est quand même des mesures qui ont un impact. Je veux dire, si tu veux, c'est comme le fait d'être sur Miro Dvorets. Certes, d'un côté, c'est une médaille parce que ça veut dire que tu fais bien ton boulot. Mais de l'autre côté, ça a quand même un impact. Hein. L'impact, c'est quand même que j'ai failli me faire tuer il y a 3 ans quand même. Hein. Je rappelle, je rappelle quand même pour ceux qui n'ont pas suivi, qu'il y a 3 ans, j'ai failli me faire assassiner à cause de ça. Donc là, les sanctions, et c'est d'ailleurs quelque chose que Nathalie Yamb a expliqué, donc une femme qui elle aussi est suisse et camerounaise si je ne dis pas de bêtises, qui elle aussi a été placée sur la liste des sanctions européennes et qui en paye les conséquences aujourd'hui. Donc il y a quand même des conséquences sur le plan financier, sur un certain nombre de plans, etc. Bon, moi j'ai la chance de plus avoir de biens en Europe, etc. Donc bon, ça aurait un impact très très limité. Mais voilà.
l'un dans l'autre, je veux dire, c'est quand même une médaille à double tranchant, si tu veux. Hein. C'est, oui, quelque part, tu peux être fier d'être tombé dessus, mais enfin, tu payes quand même le prix. Hein. Donc, alors, Patricia qui demande pourquoi Jacques Beau ne peut pas rentrer en Suisse. Alors, parce que ces sanctions lui interdisent de voyager ou de transiter par un pays de l'Union européenne. Donc comme il est à Bruxelles, bah, pour rejoindre la Suisse, il faut un minima qui traverse la Belgique et la France. Et ça lui est interdit maintenant. Donc il ne peut même pas rentrer dans son pays natal. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. S400 qui dit pour être aidé avec du cash, là aucune trace. Ben ouais. J'ai bien deux trois idées, mais je vais pas les dire à haute voix parce que j'espère que ça lui a traversé l'esprit. Des façons de rentrer chez lui, mais bon, là il faut qu'il rentre en Suisse. Il faut surtout pas qu'il reste à Bruxelles, parce que là tous ses comptes ont été gelés, il peut rien faire. Il peut vraiment rien faire. Jacques Beau, à ce stade, c'est du sadisme. Même les tueurs et les violeurs sont mieux traités. Mais oui. Même un violeur ou un tueur, il a encore le droit d'avoir un compte en banque. Hein. C'est ça qui est dingue. Je veux dire, c'est là qu'on voit que c'est du grand n'importe quoi. C'est pas ça qui dit, il se torche complètement avec les lois et les droits, mais ils ne sont plus à sa près. Ben non, je vous dis. Enfin, c'est comme les accusations contre Anna, Vincent, d'espionnage ou de. Mais, mais pardon, je veux dire, c'est du grand n'importe quoi. Alors, Marie-Christine Camus, non, Zelensky n'habite pas à Marseille. Voilà. Faut surtout s'attendre à ce que ça touche d'autres personnes lambda, dit Divda. Oui, je pense effectivement que malheureusement ça va finir par impacter et je pense qu'ils cherchent surtout à placer là-dessus les gens qui ont encore on va dire un certain nombre de peut-être d'actifs encore sur le territoire de l'Union européenne. On va voir hein, on va voir. Je sais que voilà, il y a un certain nombre de personnes qui... Je veux dire, leur but, c'est de faire peur, comme quand ils ont arrêté Anna, Vincent et Vyacheslav. Leur but, c'est de terroriser les gens qui soutiennent la Russie, les gens ou les gens même simplement qui disent ouvertement les choses, même de manière neutre. Alors moi, ce qui m'inquiète, par exemple, c'est que ça serait que, par exemple, les prochains pourraient être peut-être des gens comme Madame Galacteros. Parce qu'elle aussi, elle est un peu comme Jacques Beau, tu vois, analyse neutre mais factuelle, très bonne d'ailleurs, franchement, mais ça plaît pas. Ça plaît pas parce que c'est d'autant plus dangereux si tu veux pour le pouvoir plus que quelqu'un comme moi si tu veux. Quelqu'un comme moi, si tu veux, c'est facile de me taguer pro-russe, tu vois, comme ils l'ont fait avec Xavier, etc. Bon, Xavier, ils l'ont clairement sanctionné parce que de toute façon, avec sa chaîne et son site Stratpol, c'est celui qui a l'audience la plus grande, hein, clairement sur le monde francophone. Donc clairement, c'était la tête à abattre. Mais effectivement, quand on voit qu'ils s'en prennent à Jacques Beau bénéficie quand même, on va dire, d'un facteur neutralité. Il n'est pas pro-russe, contrairement à ce qu'ils ont raconté dans le truc de sanctions. Et donc, clairement, quelque part, peut-être sa voix peut porter, et entre autres, ben, il est invité sur certains médias, ou moi par exemple, certains médias alternatifs, où moi je ne peux pas aller, parce que justement, ma position, si tu veux, est très, très claire et très connue, et que donc ça bloque. Voilà, je le sais, qu'il y a un certain nombre de médias dits alternatifs qui m'ouvriront jamais les portes parce que à cause de ça. Mais effectivement, des gens comme Jacques Beau ou Madame Galacteros ont accès à ces médias alternatifs parce qu'ils ont une position, on va dire, plus neutre. Et c'est ça, moi, qui me fait un petit peu peur quand même pour des gens comme ça. Pour des gens comme ça, pour des analystes, on va dire, comme Emmanuel Todd, etc. Enfin, je veux dire, c'est des gens, si tu veux, qui peuvent avoir une audience beaucoup plus grande de par leur position, on va dire peut-être un peu plus neutre, et qui, ben, pour le pouvoir de Micron Ier, eh bien, représente une grosse menace. Et donc, je pense que le fait justement de sanctionner Jacques Beau, c'est un signal
pour leur dire, bon, soit vous rentrez dans le rang, vous fermez vos gueules, ou sinon vous êtes les prochains. Donc je pense qu'il faudra quand même surveiller un petit peu les menaces, si tu veux, des uns et des autres, de rajouter Pierre, Paul ou Jacques sur ces listes de sanctions. Je pense... je pense que ça... Enfin, ils sont pas les derniers, très sincèrement. Euh... Sébastien qui dit heureusement que les sanctions européennes ne sont pas du même genre que la liste de Miro-Dvorets. Comme d'habitude, ils ont la grande gueule et font de l'administratif. Bah ouais, mais c'est de l'administratif qui peut avoir des conséquences quand même sérieuses. Quand tu vois que là, Xavier peut pas rentrer chez lui, aller fêter Noël avec sa famille en France, ça a des conséquences. Euh... Fricat qui dit maintenant ça devient monnaie courante ce style d'affaires, plus les soi-disant suicides. Ah oui, ça les. Je vous parlerai même pas des suicides de Monsieur Marley ou d'un certain nombre d'agents, de Monsieur Dénessé ou hein. Voilà. Est-ce que j'ai des nouvelles d'Anna? Pour l'instant, non. C'est très compliqué. L'ambassade russe n'arrive toujours pas à obtenir l'accès consulaire. Parce que malheureusement, elle est franco-russe, donc les autorités françaises, en gros, considèrent qu'elle est française. Voilà. Et donc, pour l'instant, on en sait très peu. De ce qu'on sait via la famille, les communiqués de la famille, pour l'instant, elle tient bon. Le moral est bon. Voilà. Pour Vincent, on a moins d'informations. Par contre, s'il y a des gens qui sont en contact, qui sont arrivés à rentrer en contact avec lui ou avec ses proches, tenez-nous au courant, parce que bon, je suis quand même très inquiète pour eux. Je veux dire, ils sont dans des prisons françaises. On sait quelles sont les conditions de vie dans les prisons françaises. C'est quand même pas un sanatorium. Et donc, je m'inquiète quand même énormément, et pour Anna, et pour Vincent, et pour Vyacheslav. Donc, s'il y a des gens qui ont des informations, n'hésitez pas à me les envoyer en privé. Pour qu'on soit quand même tenu au courant, parce que c'est quand même pour l'instant très compliqué, surtout depuis ici, d'avoir des infos sur l'état dans lequel ils sont et s'ils tiennent, quoi. Alors... Christiane qui dit ça finira par devenir monnaie courante de sanctionner à volonté des personnes sous couvert de menaces inexistantes. Oui, puis comme j'ai dit, en plus avec ce système de sanctions unilatérales qui sont pas validées par le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est que c'est facile. Il suffit de prétendre que machin, t'as même pas besoin de prouver ce que tu racontes. C'est fastoche. C'est, comme je l'ai dit dans mon article, on en revient aux lettres de cachet. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'était sous la monarchie absolue en France. Hein. Le roi, il avait quelqu'un qui lui faisait monter la moutarde au nez, hein, où il y en a un qui pouvait plus blairer. Il faisait une petite lettre avec un ordre d'aller foutre le gars à la Bastille, et puis c'était réglé. Voilà, il n'y a pas besoin d'expliquer pour quel crime, pourquoi, machin, on s'en fout. Voilà, c'est lettre de cachet. Voilà. Et ben là, c'est exactement la même. On est revenu à la monarchie absolutiste. C'est juste incroyable, hein, quand même. Hein. Je rappelle qu'on est censé être en démocratie. Hervé qui dit Jacques Beau faisait vraiment passer LCI pour des brels, c'est pour ça qu'il est inquiétant et inquiété. Oui, 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 clairement. Clairement. Et ça, pour eux, c'était impardonnable. Evelyne qui dit ça va s'arrêter à un moment donné. Ouais, la question c'est quand. La question c'est quand, quoi. Et il y aura combien d'innocents qui auront été broyés par toute cette machine. Je vois la situation d'ailleurs en France, hein, avec les agriculteurs. Je surveille même de loin. Je suis de tout cœur avec les éleveurs. Hein. C'est clair que c'est du délire. Je veux dire, on voit que dans les pays autres, y compris l'Italie, hein, quand même, qui est quand même un pays voisin de la France, ils prennent pas des mesures comme ça. Donc clairement, c'est du grand délire, comme les mesures anti-Covid. C'est terrible. Je connais bien le monde paysan français. Et je sais à quel point c'est un des métiers difficiles qui payent très mal. Je veux dire, j'ai connu des paysans qui faisaient des boulots à côté, genre maçons pour gagner leur croûte, qui louaient des maisons qu'ils avaient rachetées, retapées pour arrondir les fins de mois, et puis qu'ils ont vendu pour payer pour se faire une retraite à peu près potable, parce que sinon ils touchaient quelques centaines d'euros. Enfin, c'est absolument ridicule.
Et en prime, voilà, on leur fait ça maintenant. Enfin, je veux dire, ils sont en train de détruire la souveraineté alimentaire des pays de l'UE pour vous vendre du poulet ukrainien, du bœuf brésilien, qui sont produits dans des conditions absolument ignobles, qui sont gavés de produits chimiques et de merde qui sont interdites par les normes de l'Union européenne. Voilà, et donc le Mercosur et toutes ces histoires de d'accord économique avec l'Ukraine, eh bien vous allez vous bouffer de la merde sur vos étals. Vraiment surveillez d'où vient la bouffe que vous achetez, parce que je peux vous assurer que vous allez voir débarquer ces saloperies sur les étagères de vos supermarchés. Et si vous mangez ça, mais vous avez chopé toutes les merdes du continent, enfin franchement, c'est vraiment un coup à choper tous les cancers possibles et inimaginables. Je veux dire, genre en Ukraine, ils en ont rien à foutre des normes écologiques. Je veux dire, ils trafiquent tout. En plus, c'est que la corruption, je veux dire, je rappelle, il y a quelques années, il y avait eu un superbe scandale avec de l'huile de tournesol qui venait d'Ukraine et qui contenait, de l'huile de moteur. Hein, voilà, pour ceux qui me croient pas, vous refouillerez dans les archives d'internet, vous retrouverez cette horreur. Bon, je veux dire, si vous n'avez pas envie de bouffer des trucs comme ça, vérifiez d'où vient ce que vous achetez, parce que ils vont vous fourguer les merdes venues d'Ukraine et des pays d'Amérique du Sud avec le Mercosur, et détruire la souveraineté alimentaire de la France, eh bien, est l'un des moyens de vous fourguer toutes ces cochonneries. Voilà. Alors, combien de temps pensez-vous que la situation telle qu'elle est peut durer en France et en Europe, et surtout leur position concernant l'Ukraine? À quand un effondrement de tout ce cirque? Ça, c'est la grande question. C'est la grande question. On me la pose souvent en Russie. Hein. J'ai beaucoup de collègues qui me demandent, mais quand est-ce qu'ils vont retrouver, ils vont retrouver leur bon sens, si tu veux, en Europe? Je dis, il faut passer par un effondrement. Là, vous vous en rapprochez de plus en plus quand même. Après, voilà, s'ils décident finalement de passer à l'option nucléaire, de toucher aux actifs russes, ça peut être rapide. C'est la question, c'est à quel moment en fait ils vont basculer dans cette folie. C'est à quel moment, si vous voulez. Là, on voit déjà que pour le gel des avoirs, ils ont commencé à sortir des articles à la con pour justifier de voter ça à la majorité et non plus à l'unanimité. Donc là déjà c'est un mauvais signal. Moi sincèrement je vous recommande de vous barrer. Hein. Barrez-vous de l'Union Européenne si vous le pouvez, parce que je pense sincèrement que ça va exploser en plein vol. La question c'est quand. Mais quand je vois déjà que pour contrer le blocage de pays comme la Hongrie ou la Slovaquie ou la Belgique, etc., ils en viennent maintenant à contourner leurs propres règles. Là, je me dis, non, ça schlingue. Donc là, pour l'instant, ils n'ont pas réussi à le faire passer, donc ils ont fait ce prêt de 90 milliards. Mais l'Ukraine ne pourra jamais le rembourser, et donc il y a un moment où de toute façon la facture elle sera présentée. Et que l'Europe paye, donc demande à vous, contribuables, de payer, ou qu'elle en vienne à l'option du on saisit les actifs parce que la Russie refuse de payer des compensations, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, de toute façon ça va se terminer de la même façon. C'est juste que s'ils choisissent de saisir les actifs russes, l'effondrement sera rapide. ça sera aussi rapide que l'explosion d'une bombe nucléaire au niveau vitrification. Voilà, ça sera du même ordre de grandeur. Alors que si ils optent pour vous faire payer la facture, ça va être plus lent. Donc je peux pas vous dire quand. Je suis pas Nostradamus, je ne prétends pas l'être.
Mais je trouve quand même que ça sent extrêmement mauvais. Et donc moi je vous recommande en tout cas de débancariser à mort, de faire des stocks de bouffe, de faire des stocks de flotte et de vous préparer à ce qu'à un moment ça parte complètement en sucette. Faites des stocks de papier toilette aussi. Ça sert toujours. Croyez-moi. Ça vous évitera de vous retrouver dans la merde, au sens littéral du terme. Non, non, je suis très sérieuse, vraiment. Je suis très, très inquiète pour les peuples des pays membres de l'UE. Parce que je vous vois, on voit que l'UE est en train de se rapprocher du gouffre. Le gouffre, c'est le grand canyon qui est sur Mars. Le truc, c'est à quel moment, en fait, ils vont faire le pas de plus qui va les précipiter dedans. Ça c'est la question à 1 milliard de roubles cosmiques. Alors, Marie-Christine qui dit le problème des agriculteurs, c'est l'opposition d'un monde humain avec celui de l'argent, image insoutenable en Ariège. Oui, j'ai vu ça. Moi, ça m'a fait mal, ça m'a fait pleurer. Ça m'a fait pleurer. Je veux dire, j'ai connu des éleveurs qui aimaient leurs bêtes plus que tout. Bon, c'est des gens qui maintenant sont plus dans le truc, c'est des gens qui ont atteint un certain âge. Mais j'imagine si on leur avait fait ça, enfin, enfin, moi je trouve ça absolument et c'est là qu'il faut complètement revoir la copie. L'agriculture comme l'économie doivent être humaines, elles doivent être à dimension humaine. À partir du moment où tu considères les gens comme des chiffres et des numéros, ça ne peut que partir en sucette. Et ça peut pas bien se terminer. Euh... Patrick qui dit après avoir perdu le Vietnam, l'Afghanistan, il semblerait que Trump veuille continuer, que la CIA soit toujours le premier fournisseur de drogue dans le monde tout en essayant de prendre le pétrole vénézuélien. Il a noté que le premier ministre belge a refusé d'utiliser les avoirs russes. Oui, barre de Weaver. Là-dessus, il est un petit peu moins con quand même que la Ursula von der Leyen et tous les autres là. Ouais, non, je sais pas quoi il joue, Trump. Enfin, si, je sais, il veut mettre effectivement la main sur le pétrole vénézuélien. C'est une guerre des ressources, de toute façon. On a un certain nombre de ressources qui commencent à arriver gentiment à la fin. Le pétrole, on en a déjà bouffé plus de la moitié des réserves qu'il y avait dans le monde. En tout cas, les réserves connues et exploitables. Donc, clairement, on en arrive à un point où l'hégémon veut mettre la main sur les ressources dont il a besoin pour continuer à fonctionner. Et donc, malheureusement, bah, il n'y a pas 36 000 solutions. Hein. Si vous regardez les plus gros producteurs de pétrole, bon, il y en a un, c'est soi-disant leurs alliés, donc pour l'instant, ils vont pas encore les attaquer. Bon, l'Iran, hein, bon, ils ont essayé, ça c'est pas très bien terminé. Hein, les bombardements, ça a rien donné. Bon. La Russie, bah, ils feront pas plier. Donc, il reste qui? Bah, le Venezuela. Il n'y a pas 36 000 solutions. Donc effectivement, c'est une fuite en avant pour mettre la main sur les ressources dont ils ont besoin pour maintenir leur American way of life. Alors, KTI se débancariser, mais où mettre les quelques économies réalisées pour tenir à la retraite? Ouais, moi aussi, la situation des agriculteurs me plonge dans la tristesse et me révolte. On a l'impression que l'étau se resserre et on ne voit pas la fin de ce cauchemar. Ouais, après, faut regarder pour les économies. Je sais qu'il y a moyen de placer dans d'autres pays. Placez vos économies dans d'autres pays. Hors UE. Hors UE. On a des gens qui en placent en Russie. Hein. C'est des placements qui marchent bien. Euh... Patrick il dit j'ai lu que BlackRock avait interdit que leurs terrains achetés en Ukraine servent de cimetière pour les Ukrainiens. Je sais pas d'où ça sort. C'est possible. Ils sont capables. Hein, de toute façon, ce qu'ils ont acheté, c'est des terres agricoles. Hein. C'est. Alors. Ah, Evelyne qui dit qu'elle achète rien en magasin. Elle achète, oui, en direct.
Voilà. C'est, oui, c'est ce qu'il faut faire au maximum. Au maximum, directement au producteur. Directement au producteur. Christiane qui me dit le pétrole est infini et est abiotique. Non, il n'est pas abiotique. Je suis géologue, je peux te le dire, il n'est pas abiotique. Le pétrole n'est pas du tout abiotique, en fait. Pas du tout, du tout, du tout. Du tout. Et on l'a prouvé par les isotopes de carbone. Oui. Il n'y a pas que le carbone 12. Vous avez le fameux carbone 14 que vous connaissez, peut-être. Pour ceux qui n'ont pas loupé totalement les cours scientifiques. Un carbone 14 qui permet de dater tout ce qui est, on va dire, matières organiques. Et il y a un autre isotope, le carbone 13. Et en fait, il faut savoir que dans des matières non organiques, eh bien, le taux de carbone 12, enfin de carbone 13 et carbone 14 sur le taux de carbone total de donc 12, 13 et 14 est identique à celui de l'air ambiant. Parce que oui, il y a il précipite sous forme de carbonate, etc. Et donc, ça permet de savoir déjà de remonter dans le temps. Et ça permet surtout de faire la différence avec les matières organiques. Parce qu'en fait, les matières organiques, il faut savoir que les êtres vivants préfèrent le carbone 12. Ils aiment pas trop le carbone 13 ni le carbone 14, ils l'aiment beaucoup moins en tout cas. Et parce qu'il est plus lourd. Et donc vous avez un déficit de ces isotopes dans la matière organique par rapport à ce que vous avez dans l'air ambiant. Voilà. Donc il y a en vous un ratio de carbone 13 et 14 qui est inférieur à celui de l'air ambiant autour de vous. Et on a testé le pétrole, on a testé le charbon, et c'est tous des matières organiques. D'ailleurs, dans le charbon, on a retrouvé plein de fossiles, des arbres et végétaux divers et avariés qui ont bien servi de matière première pour faire le charbon en question. Voilà. Donc non, le pétrole est pas du tout abiotique. Christiane, non, tes histoires de scientifiques russes des années 80, ils se sont plantés. Ils se sont plantés. Donc non, mais je m'en fous de Rockefeller en 1892, on n'est plus en 1892. La science a avancé, hein, et elle a grandement avancé. Et donc, je te dis, et c'est prouvé, voilà, le pétrole n'est pas abiotique. Voilà, le pétrole n'est pas infini. C'est de la matière organique. Voilà. Ça a été prouvé par les taux de carbone 12, 13 et 14. Voilà, qui sont typiques d'une matière organique et pas du tout d'une matière non organique. Voilà. Donc je me fous de ce que Rockefeller a raconté. C'est peut-être pas un scientifique. Voilà, moi je suis scientifique, je suis géologue et je crois la science. La vraie science. Pas le grand n'importe quoi qu'on en a fait, mais la vraie science. Donc voilà. Alors, ne jamais ouvrir un compte avec... nanana, c'est des banques spoliatrices, ils veulent votre argent. Alors... Les appels à tuer tout le monde, vous êtes gentil, mais non. Donc voilà. Non, non, je sais bien qu'il y a des gens qui se font avoir par ce truc de ces scientifiques russes dans les années 80 ou dans les années 50, etc., qui ont raconté ça, mais ils se sont plantés. Ils se sont plantés en fait. Ils ont cru ça parce qu'en fait, quand ils laissaient reposer des vieux puits, tu avais un moment un peu de pétrole qui revenait parce qu'en fait, ils suintaient depuis les zones qui n'avaient pas été enfin pompées entre guillemets et puis ça redescendait un petit peu par capillarité et tout. Enfin, c'est mais non, non. Le pétrole n'est pas abiotique. Ça aurait été bien, mais non, c'est pas une source d'énergie infinie. Donc voilà. Donc là, on en a déjà bouffé plus de la moitié. Donc il va falloir trouver des alternatives. Mais ça va pas être simple. Je vous le dis, c'est net. Ça va pas être simple. Voilà. Donc oui, pour ceux qui s'intéressent à ça, vous pouvez les regarder.
Isotope du carbone dans la matière organique. Vous pourrez trouver, je pense, des papiers en ligne ou des trucs de vulgarisation qui vous expliqueront ça très très bien. Mais donc voilà, c'est ça la situation. Et c'est pas les seuls, hein. Il y a plein de métaux aussi pour lesquels on commence un peu à tirer la langue. Et entre autres tous ceux qu'on a tendance à transformer dans des alliages et qu'après ben, c'est difficile de les recycler. Hein, quand tu commences à faire des mélanges, voilà. Et vu les quantités de trucs entre autres électroniques qu'on jette à tour de bras, et ces trucs contiennent quand même une bonne quantité de métaux, hein, de l'or, de l'argent, des terres rares, ben, je peux vous dire qu'il y a un moment de toute façon où ça va coincer. Hein. Donc je sais pas comment on va faire. Hein. Peut-être faut-il réduire le train de vie de nos dirigeants, dit Hervé. Ah bah ça c'est clair. Ça c'est pas peut-être. Hein, je pense que hein, quand vous voyez le tour de taille de certains sénateurs, hein, je ne donnerai pas de nom de sénateurs français, hein, qui bouffent bien à la cantine du Sénat. Bon, je pense qu'il est temps de les mettre un peu au régime, hein, un petit peu. Donc voilà quoi. Ça c'est clair qu'il y a pas que le train de vie qu'il va falloir réduire. Hein. Leur ego aussi, il faut le dégonfler un bon coup. Parce que bon, quand tu vois Macron qui dit maintenant qu'il faut réenclencher le dialogue avec Vladimir Poutine, t'as envie de te pisser de rire dessus. Sincèrement, je veux dire. Que dire. Hein, je pense que ça se passe de commentaires. Hein, bon, voilà. Je veux dire, après le coup que tu lui as fait juste avant le déclenchement de l'opération militaire spéciale, de le prendre de haut et de publier ta conversation sur Internet où tu joues les bravaches au téléphone, est-ce que tu crois vraiment que Vladimir Poutine a envie de perdre son temps avec toi? Non. Non, il n'en a aucune envie. Voilà. Hervé qui dit les alliages c'est comme la pâte à modeler, ça sert une fois. Ben oui, oui. Ça c'est clair que c'est un gros problème. Et comme en plus avec l'obsolescence programmée, hein, sur plein de trucs et entre autres l'électronique, hein, on fait pas des trucs pour durer, on fait en sorte qu'ils meurent à vitesse grand V, ben on jette une quantité absolument phénoménale de métaux qui, ben, à un moment, vont nous faire défaut. Hein. Je vous le dis, y a un moment, ça va coincer quand même. Hein. Donc, ça va devenir assez violent. Il va y avoir des guerres de ressources. Il va y avoir des guerres pour ces ressources-là, bien sûr. Alors, je vois qu'André vient d'arriver. On arrive bientôt à la fin. Donc voilà un petit peu ouais, le bilan de cette année. Donc après, comme l'a dit Vladimir Poutine, après la libération de la région de Koursk, on a pu voir qu'effectivement l'armée russe a repris totalement l'initiative. L'armée ukrainienne n'a plus de capacité, à part de mener des petites contre-offensives, comme à Kupiansk, ou comme elle l'avait fait pendant quelques mois autour de Krasnoarmeysk, pour essayer de ralentir l'encerclement de la ville. Mais ça a fait que ralentir. Ça l'a pas empêché. Puis la prise de la ville. Bon là maintenant c'est Dimitrov, Mirnograd qui est complètement encerclé. Et dont la moitié est déjà sous contrôle de l'armée russe. Donc bah on continue d'avancer. On continue d'avancer. Et puis clairement, après Seversk, une fois que Krasny Liman sera tombé, et puis Konstantinovka, bah, les prochains, ça va être Slaviansk et Kramatorsk. Ça va être un gros morceau. C'est quand même des grosses agglomérations. Ça va pas être simple. Ça va pas être simple. Mais c'est vital, entre autres, pour régler le problème de l'eau en République populaire de Donetsk.
puisque je le rappelle, le canal qui apporte l'eau vers Donetsk, Makiivka et les villes environnantes et Gorlovka par exemple, eh bien il prend l'eau au niveau de la rivière Seversky Donetsk, un peu au nord-est de Slaviansk, et ben, c'est là qu'ils ont fermé le robinet. Donc il faut absolument libérer cette zone-là pour eh ben, ouvrir le robinet. Hein. De toute façon, il faudra faire des réparations aussi, hein, parce que enfin, les tuyaux ont été endommagés lors de bombardements de l'armée ukrainienne. Donc plusieurs des gros tuyaux qui transportent l'eau dans le canal sont détruits. Donc clairement, ça va demander du temps. Donc on va continuer pour l'instant à rester dans cette situation-là pendant encore un bon moment. Pour l'instant, comme je l'ai dit, de toute façon, il y a encore de la réserve. Là, l'Ukraine est en train de racler tout ce qu'ils peuvent. Je pense que l'année prochaine, ils vont prendre la mesure de l'abaissement de l'âge de conscription, certainement vers 22, puis vers 18 ans, pour essayer de récupérer la chair fraîche. Là, on leur a remis encore 1 millier de corps de leurs soldats. Donc là, je crois qu'on en a 15 000 ou 16 000 corps qu'on leur a remis cette année. Bon. La chaîne chez Pot Fronta, au niveau du calcul des nécrologies, on est déjà plus de 705 000. Comme je l'ai dit, ça c'est ceux qui sont enterrés avec nécrologie publiée sur Internet. Ce qui est à dire pas tout le monde, voilà. C'est-à-dire pas tout le monde, c'est-à-dire et ça compte pas, voilà les dizaines de milliers qu'on a filé de corps qu'on a filé à l'Ukraine et où ils traînent des pieds pour les identifier formellement. Ça ne compte pas ceux qui ont été enterrés à la va-vite dans des charniers avec comme ils avaient fait à Izium en 2022, voilà. Ça compte pas, et ça compte pas, voilà, tous les corps, les milliers de corps qu'on a encore dans les morgues en Russie. Donc, voilà. Est-ce que je pense qu'Odessa est un objectif pour les Russes? Oui. Oui, oui. Mais oui, oui, oui. Ah bah une fois que Vladimir Poutine a clairement dit que voilà, si l'Ukraine continuait à attaquer les navires qui passent dans les ports russes et qui transportent des marchandises russes, on n'aurait pas le choix. Je veux dire, à partir du moment où c'est dit ouvertement par le président, vous pouvez déjà considérer que c'est un objectif. Voilà. C'est pour ça que je dis, plus vite l'Ukraine signe, et mieux ce sera pour elle. Hein. Plus ils traînent, et plus ils vont perdre de territoire. Ça, je vous le dis, c'est qu'est net. C'est plus ils attendent avant de signer le papier, et plus ça va se terminer par non seulement la perte des 4 régions qui ont réintégré la Fédération de Russie en 2022, plus la Crimée, mais plus il y aura des régions en plus. Potentiellement celle de Kharkov, Nikolaïev, Odessa, et peut-être même celle de Dnipropetrovsk. Donc, la balle est dans leur camp, hein. La balle est dans leur camp, c'est ce que leur a dit Vladimir Poutine. Voilà. L'armée ukrainienne va quand même pas tout donner sur le front quand même. Les unités d'élite vont faire quoi à part du terrorisme ou du mercenariat? Ah, mais de toute façon, c'est clair. De toute façon, vu l'idéologie bandériste qui est une idéologie terroriste, on le sait, en Russie, on en est très conscient. Que même après la fin de la guerre, on va encore avoir des attentats terroristes et des machins pendant encore des années. Hein. Je veux dire, on le sait, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a fallu plus d'une décennie pour finir d'éradiquer Bandera et tous ses petits copains qui menaient des attentats terroristes dans les arrières soviétiques. Donc voilà. Véro qui a complètement loupé. Bah désolé Véro, bah, tu retrouveras l'enregistrement demain. Je le publierai demain dans l'après-midi. Je publierai l'enregistrement du direct, donc pour ceux qui l'ont raté, vous retrouverez tout ce qu'on a évoqué ce soir. Patrick qui dit pour Odessa, que ce soit par terre ou par mer, c'est extrêmement compliqué.
Bah, de toute façon, je pense qu'Odessa, ça se fera au moment où l'armée ukrainienne ne sera plus que l'ombre d'elle-même. C'est ce que j'ai dit, hein, de toute façon. On est dans une guerre d'attrition. Le but, c'est d'arriver à un moment, en fait, de détruire complètement la colonne vertébrale de l'armée ukrainienne. Quand tu vois que déjà là, à Kupiansk, ils envoient des forces spéciales et des gars du GUR, donc le GUR, c'est les services de renseignement militaire, tu commences à te poser deux trois questions quand même sur l'état de l'armée quand même. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais il y a un moment où ça va le faire, de toute façon. Hein. C'est le principe du rouleau compresseur. Hein. C'est lent, mais ça écrase tout sur son passage. Et il y a un moment, en fait, où ce qui va être écrasé, ça va être la colonne vertébrale de l'armée ukrainienne. Et une fois que ça sera fait, ça sera terminé. Le front s'effondrera, tout simplement. Comme ça s'est passé après Stalingrad et la deuxième bataille et la bataille de Koursk. Et alors là, ça a été fini. Et après, l'armée allemande n'a plus été que sur un mouvement de retraite continu. Et donc, là, ça sera la même chose. Et donc, la prise d'Odessa se fera lors de cette phase-là, pas avant. Pas avant, ça c'est clair. L'Ukraine qui signe, ça m'a pas l'air de se faire. Zelensky s'en fout, il a des propriétés dans tellement de pays occidentaux. Oui, oui, oui. Je vous ai dit, de toute façon, lui, c'est pas son intérêt. Son intérêt, c'est se mettre de l'argent dans les poches, et puis la guerre continue, lui, il s'en met dans les fouilles. Alors... Ça va être bientôt la fête de Bandera, défilé au flambeau, oui, parce que cet abruti est né le 1er janvier. Donc le 1er janvier en Ukraine, il fête le nouvel an et la naissance de l'autre abruti, oui. Est-ce qu'il serait possible que ces personnes soient détruites? Ah, mais on les retrouvera, tous. Tous. Mais on va pas bombarder les défilés, hein. Parce que c'est des civils. même si c'est des fumiers de néo-nazis, c'est des civils. Hein, on n'est pas des salopards, on n'est pas des terroristes. Donc voilà. Voilà la situation. Alors, Hervé qui dit si Macron envisage de reparler à Vladimir Poutine, c'est cuit pour l'Ukraine. Non, il va essayer encore de jouer, de, de, de baragouiner, d'entourlouper, il a toujours pas compris que Vladimir Poutine, il en a rien à faire de ce que l'autre il raconte. Bref. Que l'autre il peut pisser dans un violon, c'est à peu près la même chose. Voilà. Donc, je vous rappelle, ceci était le dernier direct de l'année 2025. Je vous retrouverai l'année prochaine, pas avant, pour le prochain direct hier stream. Donc, en attendant, je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année par avance. Et donc, on se retrouve dans quelques semaines pour de nouveau aborder l'actualité. Dimanche, vous aurez le rapport de situation, le CITREP, ça sera aussi le dernier de l'année. Le prochain sera aussi l'année prochaine. Et puis, bien, d'ici là, portez-vous bien, faites la fête, et abusez pas trop de l'alcool quand même. Allez, à dans quelques semaines.